Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Rakid, de son vrai nom Rachid Zghini, connu pour ses gribouillages. Illustrateur rebondit sur l'actualité en dessinant, scènes de la vie quotidienne, des événements tragiques parfois. Il parle aussi du Maroc, le pays de ses ancêtres. Beaucoup de sensibilité et de bienveillance dans son travail. Bonsoir à vous, Rakid. Bonsoir. Alors, vous avez sorti il y a quelques mois votre autobiographie illustrée aux éditions Face Cachée que vous avez appelée Gribouillage. Pourquoi ce terme ? Parce que ça parlait de dessin et que je pense que tout commence par un gribouillage. Du coup, c'était pour moi évident d'appeler comme ça. Vous aviez envie de garder une certaine distance avec votre travail, avec ce terme ? Non, pas forcément. C'est vraiment, je l'ai pensé comme ça. Je me suis dit, quel est le premier dessin que j'ai fait? C'était sûrement un gribouillage pas beau. Donc voilà. Alors vous êtes suivi par plus de 60 000 personnes sur les réseaux sociaux. Alors vous avez réagi par exemple sur le sort de Khadija, une jeune Marocaine dont le viol a beaucoup choqué. On va voir votre dessin à l'image. Quel est le message que vous avez voulu faire passer ? En fait, j'avais envie de montrer que le Maroc était entaché par ce genre de faits divers. Et c'est pas que ce dessin-là, en fait. C'est plein de petites choses. Il y avait eu l'histoire de la fille dans le bus qui avait été agressée et filmée par des jeunes. Voilà. Et de dire qu'il y a trop d'histoires qui entachent le Maroc. Voilà. Donc, voilà. C'est pourquoi j'ai fait ce dessin. Et qu'est-ce que vous vous dites quand une actualité tombe et que vous envisagez de faire un dessin ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Là, c'est compliqué parce que je pense qu'avant, les dessins de presse, ils avaient un peu le temps de réfléchir. Aujourd'hui, l'actualité est tellement chaude qu'en fait, on a 1 heure pour réagir, se dire est-ce que je traite l'information ou pas, parce que sinon elle va passer. Et du coup, quand j'ai l'impression que ça va intéresser ma communauté ou que je peux faire intéresser ma communauté à ça, ben je me lance. Alors, le dessin, c'est aussi votre moyen d'expression depuis votre tendre enfance, depuis vos 4-5 ans. Alors, avant de devenir un travail, ça vous a causé quand même pas mal de punitions, je crois. Ah, oui, complètement. Mais ça m'a causé plein de problèmes, et aujourd'hui encore. Enfin, je veux dire, en fait, j'ai le problème du dessin automatique. C'est-à-dire que dès que j'ai un stylo ou un crayon, je dessine un peu partout. Et ça énerve les gens, généralement. Il y a une punition à l'école particulière qui vous a marqué, je crois. En fait, celle-là, je l'ai eu plein de fois. C'est celle où on me faisait recopier, je ne dois pas dessiner en classe. Je ne dois pas dessiner en classe. Et je devais recopier, enfin, je l'ai recopié peut-être 1000 fois. Et une fois, comme je raconte dans le livre, j'ai écrit « Je dois dessiner en classe, je dois dessiner sur ma table ». Et en fait, l'instituteur a pensé que c'était une provocation. Et du coup, c'est m'est retombé dessus encore. Et c'est d'ailleurs un épisode fâcheux qui va vous conforter dans votre idée de devenir dessinateur. Racontez-nous un peu. Alors, c'était, comme je raconte dans le livre, une fois où j'avais encore une fois dessiné sur ma table et celle de mon voisin. Et la prof en a marre et m'envoie chez le directeur. Et on m'a envoyé plusieurs fois chez le directeur à cause de ça. Et là, je pense qu'il voit rouge et il se met à me tabasser. Voilà. Je rigole, mais... C'est pas très drôle à l'époque, je crois, non ? C'était beaucoup moins drôle parce qu'en fait, on nous a envoyés à 2, moi et mon camarade, qui lui n'avait pas fait grand-chose, parce qu'il dessinait un petit peu, mais pas trop. Et en fait, j'avais beaucoup plus de peine pour lui. Lui aussi se faisait tabasser comme moi. Et du coup, j'avais de la peine pour lui, parce que moi, je vivais déjà beaucoup de violence à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'école, il y a de la violence dans la cour, les dessins animés sont ultra violents, c'est du Ken le survivant, Dragon Ball Z, du coup c'est violent, dans la rue c'est violent. Du coup, en fait, la violence pour moi était quelque chose d'accepté, mais pas pour lui. Et du coup, je pensais qu'à lui. Pendant que je me faisais taper, je pensais qu'à lui, mais voilà, je pensais pas me prendre des coups de poing, coups de pied par un professeur, par un directeur. Et pourquoi ça a été fondateur, cet épisode ? En sortant de là, je me suis dit, bon ben voilà, c'était le pire qui puisse m'arriver. Voilà, on ne me fera rien de pire. Bon, après, je ne pensais pas qu'il y aurait l'épisode de Charlie Hebdo où des gens se feraient vraiment tuer pour du dessin, mais me faire taper, pour moi, c'était le maximum. Et puis, attendre une claque, c'est pire que se la prendre. Donc là, j'ai pris, donc j'étais libéré. Et en même temps, ça n'a pas été facile de défendre ce rêve auprès des adultes parfois. Pourquoi ? Parce que pour eux, le dessin, c'était pas un travail, c'est vraiment un hobby. Quand on me disait oui, je veux vivre du dessin, pour eux c'était un peu de la science-fiction. Je veux vivre des dessins, c'est comme si je leur avais dit je veux être éleveur de chatons. Enfin, ça n'avait pas de sens. Mais d'un autre côté, j'étais un enfant très têtu. Et quand la prof passait une demi-heure à m'expliquer que c'était pas un dessin, qu'il fallait que je m'oriente, je disais oui, d'accord. Et en fait, je passais à autre chose. Et voilà. Vos parents se sont inquiétés ? À ma mère un petit peu au début. Enfin, parce que quand je me souviens de ma première réunion parents-prof de 4e, et en sortant de là, ma mère me dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie ?» Et je lui dis « J'aimerais être dessinateur. » Et elle m'a regardé, mais j'avais l'impression de lui avoir dit « Je vais être clown dans un cirque. » Et elle m'a dit « Oui, tu veux pas être boulanger ?» Parce que pour elle, c'était un métier très
voilà, c'était concret, quoi. Et du coup, elle savait que avec ce métier-là, je pourrais manger, je pourrais... Voilà. Alors, vous vous êtes même interrogé sur la pertinence de ce métier par rapport à vos croyances. C'était quoi les tiraillements à ce moment-là? En fait, ouais, l'adolescence, c'est un peu la fin de l'adolescence, c'est un peu le moment où on se questionne. Et l'idée, c'était de me dire, est-ce que j'ai le droit de dessiner en tant que musulman? Et en fait, j'arrêtais pas de faire des recherches où je cherchais et à chaque fois, je trouvais des réponses négatives. Non, on ne peut pas dessiner. Alors qu'il y a eu, dans l'islam, il y a plein d'arts, il y a plein de choses. Enfin, c'est comme plein de gens de ça. Mais moi, j'avais que des réponses négatives. Et un jour, je prends le train en fraudant, durant mes années où j'avais commencé à être étudiant, je tombe sur, je crois que c'est un imam, et on discute et il voit que je dessine. Et du coup, on commence à parler et je lui parle de ce problème-là. Et il me dit, si demain, moi, je vole pour nourrir ma fille, est-ce que c'est mal? Si j'ai rien, si j'ai que cette option-là, je lui dis, bah non. Et il me dit, voilà, il me dit, si avec tes dessins, tu arrives à faire quelque chose, et ben, ça devient quelque chose de bien. Alors, Rachid Sguini est devenu Rakid. Qui est-il par rapport au Rachid que connaissent vos proches? Il y a une distinction ou pas? Un petit peu, disons que dans la vraie vie, je suis plus cynique. On va dire que je suis plus... peut-être plus réaliste dans ce qui se passe dans le monde. Et Rakid, il essaie d'amener un peu plus de positivité. Voilà. Alors vous retournez aussi assez souvent au Maroc, pays de vos parents. Vous avez même publié un carnet de voyage rempli d'humour. Qu'est-ce que vous aviez envie qu'on retienne pour ceux qui ne connaissent pas le Maroc, par exemple? Ah, je ne sais pas s'il a vraiment été fait pour les gens qui ne connaissent pas le Maroc. Ah. Je crois qu'il a d'abord été fait pour les gens qui connaissent le Maroc. D'accord. Et qui savaient, quand je vais parler de ce moment à la douane où on change notre argent, et qu'il est multiplié par 10 et qu'on a l'impression d'être super riche alors que voilà, c'est la monnaie qui est comme ça, ou les petites choses, les yaourts qu'il y a là-bas, les raibi comme on appelle ça, et en fait il y a qu'au Maroc ça se boit, ou le Hawaï, tout ça. En fait c'était surtout pour eux, mais après j'ai vu que ça faisait rire pas mal de gens, même les gens qui n'étaient pas marocains. Qui connaissaient pas le Maroc. Ouais, et ça leur a donné envie d'y aller, parce qu'à un moment j'ai vu que le truc marchait bien, je me suis dit ah, je vais l'orienter culture, et là j'ai commencé à parler des amazirs, tout ça, tout ce qui est vraiment ma culture moins arabe, plus amazir, quoi, plus berbère. Et vous le dites assez clairement, comme beaucoup d'enfants immigrés, petit, quand vous vous rendiez au Maroc, vous aviez le sentiment alors d'être vacancier français dans votre pays d'origine et de redevenir arabe, en quelque sorte, en France. Comment vous avez surmonté ça? Ben, là aussi, j'ai eu beaucoup de chance parce que très vite, je me suis dit, marocain, français, en fait, est-ce que c'est important? Et en fait, très jeune, je me suis dit, en fait, je suis rien de tout ça. En fait, je suis bien plus que ça. Voilà, je suis une sorte de mix parce que culturellement, dans les années 90, j'ai été nourri par les films asiatiques, Jackie Chan, Bruce Lee, tout ce qui venait d'Asie. Je regardais pas mal les films américains, Retour vers le futur, tout ça, tout ce que les années 80. Et je lisais pas mal de BD belges. Et en fait, ça faisait tout un mix avec le monde arabe aussi. Ça faisait tout un mix. En fait, je m'étais créé ma propre identité. Et c'est bien plus tard que j'ai commencé à me dire, non, en fait, je suis français et marocain. En fait, au moment où j'allais... Les deux sont compatibles, en fait. Les deux sont compatibles, mais enfant, j'ai pas eu ce tiraillement qu'ont beaucoup de jeunes qui se disent d'où je viens. En fait, je me fiche un peu de la question. Alors, on vous pose souvent une question, celle de savoir si vous êtes un illustrateur engagé. Vous vous définissez comme mercenaire. Que voulez-vous dire? Je ne vois pas ce que vous voulez dire, là. Mercenaire, en fait, c'était... Parce que engagé, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille sur une cause et qui va dessiner souvent cette cause ou écrire beaucoup sur cette cause pour essayer de la faire changer. Moi, je suis plus en mode, je viens vous aider sur cette cause-là, et quand vous n'avez plus besoin de moi, bah, je m'efface. C'est exactement comme un mercenaire qui vient aider une armée, et en fait, quand il a reçu son chèque ou son paiement, il part. Bah, moi, je suis un peu comme ça, sauf que bon, je ne suis pas payé, mais voilà, c'est ça. En fait, je viens aider tout le monde. Donc voilà, si vous avez besoin, je suis là. Alors, dans un autre livre, Le monde de Rakid, vous revenez sur 35 événements marquants depuis 2001. Alors, vous traitez de plein de sujets, les attentats à Paris, au musée du Bardo, à Tunis, la mort de Nelson Mandela. Avant d'arriver à 35 événements, vous étiez à 200, mais il y avait trop d'épisodes glauques, sombres, comme vous dites. Qu'est-ce que ça dit de notre société, en fait? Ça dit qu'on retient beaucoup plus les mauvaises nouvelles. Et du coup, quand j'ai essayé de lister, déjà, il fallait que je trouve des sites qui listent un peu ce qui s'était passé, parce qu'il y avait ma mémoire, mais j'avais peur d'en oublier. Et du coup, je me rendais compte qu'on listait beaucoup plus les éléments tragiques. Voilà. Et du coup, il a fallu que je rende ça un peu plus gai, quoi. Merci beaucoup, Rakid. Je rappelle, votre dernier livre, Gribouillage, à retrouver aux éditions Face Cachée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.